Chapitre 2. Chez nous. Classement et déclassement territoriaux. Dans l'imaginaire actuel, les succès du RN sont le plus souvent rapportés à une France des oubliés, celle de territoires frappés par un déclin économique et démographique. C'est cependant oublier que le RN triomphe également dans les territoires qui, en tout cas envisagés à une large échelle, sont au contraire particulièrement attractifs, comme c'est le cas de la région Sud-PACA où s'est déroulée ma recherche. Cette région constitue depuis plusieurs décennies l'un des sites de prospérité de ce que les sociologues Luc Boltanski et Arnaud Esquer ont nommé l'économie de l'enrichissement, où la valorisation résidentielle et touristique des territoires permet d'attirer des ménages aisés tout en favorisant la population d'emplois non délocalisables dans la construction et les services. Une telle économie de l'enrichissement ne ruisselle cependant pas de façon égale entre les espaces et les groupes sociaux qui y résident. Après l'Île-de-France, la région Sud-PACA est la deuxième région du pays qui connaît le plus d'inégalités. Cette configuration a de puissants effets politiques, en l'occurrence sur la diffusion du vote RN. Différents travaux de géographie électorale ont ainsi montré que les scores électoraux du RN dépendent en réalité moins du niveau global de richesse d'un territoire, plus ou moins favorisé dans l'ensemble, que de son caractère inégalitaire, le niveau des écarts de richesse en son sein. Sur mon terrain, ces inégalités sont très fréquemment perçues et éprouvées sous un prisme spatial. Le sentiment des électeurs RN d'être situés, comme je l'ai examiné dans le chapitre précédent, au mauvais milieu de l'espace social, dans une position médiane fragilisée, trouve ici ses prolongements territoriaux, à travers un rapport anxieux et pessimiste à leur propre environnement résidentiel. Malgré la diversité de leur localisation et situation résidentielle, les électeurs rencontrés se trouvent dans une situation qu'on pourrait qualifier d'entre-deux socio-territoriales. Ils ne résident en effet ni dans les beaux quartiers locaux, où habitent les bourgeoisies économiques ou culturelles, ni dans les zones les plus défavorisées du territoire, quartiers HLM, centres urbains appauvris, cités des banlieues pauvres, etc. À leurs yeux, les territoires de la région sont ainsi appropriés à la fois par les ménages les plus aisés, ce qui a pour effet d'augmenter le coût du foncier et de l'immobilier, et par les groupes subalternes, souvent associés aux immigrés, dont la présence et le style de vie fonctionnent comme de véritables repoussoirs résidentiels. Cette position d'entre-deux fait émerger chez ces électeurs ce que le sociologue Olivier Schwartz a nommé une conscience sociale triangulaire. Par cette notion, il désigne la façon dont les catégories intermédiaires de l'espace social, classe populaire établie en petite classe moyenne, perçoivent leur propre position sociale comme menacée, d'une part par une pression du haut, venant des classes supérieures, et d'autre part par une pression du bas, venant des franges les plus précaires, et souvent racisées, des classes populaires. Sur mon terrain, les électeurs du RN interrogés se sentent ainsi coincés entre des espaces d'un côté inaccessibles, de l'autre indésirables. Cette tenaille sociale et territoriale apparaît de façon constante dans les entretiens récoltés, structurant les inquiétudes résidentielles des électeurs. Pression d'en haut. Par le cadre de vie qu'ils offrent, les territoires provençaux et méditerranéens attirent un nombre important de ménages aisés, souvent à la retraite ou exerçant des professions libérales, venus s'installer dans la région ou s'y offrir un pied-à-terre. Sud-PACA est la région française, à l'exception de la Corse, où le parc immobilier compte le plus de résidences secondaires. Outre l'héliocentrisme, cette attractivité est le fruit de stratégies économiques et de politiques publiques de mise en tourisme d'une grande part des terres du sud-est de la France, constituées en patrimoine valorisable selon leur beauté, leur authenticité et leur typicité. La tendance est renforcée par la mise en place progressive de trophées territoriaux, de plus en plus nombreux, les baromètres ou prix récompensant les villages de caractère ou les sites naturels d'exception, concourant à la hiérarchisation des lieux de vie sur un marché des territoires devenu très concurrentiel. L'essor de l'économie résidentielle et touristique recouvre dès lors de profonds écarts à l'échelle intra-régionale entre territoires convoités et territoires délaissés. Ces inégalités croissantes sont perçues très vivement par les électeurs interrogés. L'appropriation des espaces valorisés de la région par les classes supérieures et ceux jusqu'aux membres très fortunés de la classe patrimoniale affleurent souvent au cours des entretiens. De la vie générale, les coins tranquilles ou les coins sympas, comme on les appelle,
ne sont désormais accessibles qu'à des prix prohibitifs. Des espaces conçus auparavant comme abordables, où certains de mes interlocuteurs pouvaient projeter à leur retraite peut-être un emménagement éventuel, ne font désormais plus partie des possibles résidentiels. La présence de belles voitures garées à l'entrée des grandes propriétés, que l'on peut apercevoir et parfois envier, au gré des trajets quotidiens, est là pour rappeler que ces lieux ne sont plus pour nous. Comme me le souligne en souriant Laurent, mécanicien agricole salarié de 31 ans, récent propriétaire d'une petite maison individuelle. C'est connu, dans le sud, on se fait beaucoup envahir par des gens du Nord. Ces gens du Nord qu'il appelle à d'autres moments des financiers, des gens qui ont de l'argent, souvent assimilés aux Parisiens, peuvent également désigner les couples étrangers venus d'Italie, du Royaume-Uni, de Belgique ou d'autres pays comme la Suisse ou les États-Unis qui rachètent des maisons pour y vivre toute l'année ou simplement y passer leur été ou leur réveillon de fin d'année. Les étrangers, comme ils sont parfois nommés avec une pointe d'ironie, désignent cette migration aisée, à la fois centrale pour l'économie de la région Sud-PACA et perçue négativement par les locaux. Les parents de Laurent, rencontrés par son intermédiaire, Sylvie et Yves, regrettent également les transformations du quartier où ils ont toujours vécu, qu'ils nomment souvent leur village, du fait de son caractère excentré. Il est séparé du centre d'une ville moyenne par une ceinture verte de plusieurs kilomètres. Désormais à la retraite, le couple est propriétaire d'une maison et possède également quelques parcelles agricoles qui servent à la production de foin, vendus aux éleveurs du coin. Yves, qui a été au cours de sa vie ouvrier puis employé, a toujours travaillé à côté à l'entretien de son terrain agricole, aidé par son épouse Sylvie, ancienne secrétaire médicale qui a ensuite quitté son emploi. Leur fils a pris le relais de l'exploitation, raison pour laquelle il a choisi de s'installer à proximité de chez eux. Très attachés au monde agricole, les 3 membres de cette famille regrettent que les belles demeures de leur commune soient rachetées par des ménages plus favorisés et extérieurs au milieu agricole, médecins, avocats, etc. Les différentes politiques d'attractivité mises en œuvre par la commune, cherchant, comme la plupart des villes moyennes, à attirer des capitaux et habitants solvables, ont accentué l'arrivée de ces nouveaux groupes sociaux appartenant aux cadres et professions intellectuelles supérieures, que Sylvie et Yves nomment souvent les urbains. Dans leur environnement résidentiel, l'attractivité des territoires se traduit ainsi à la fois par des changements urbains, en particulier une artificialisation croissante des sols, une bétonisation qu'ils voient d'un très mauvais œil, et des transformations sociales qui mettent à l'épreuve les ancrages locaux en érodant peu à peu l'autonomie villageoise à laquelle ils sont attachés. En entretien, les parents de Laurent soulignent, entre sarcasme et perplexité, l'excessive sensibilité de ces nouveaux venus au bruit de la campagne. Les urbains, en effet, ne supportent plus rien, les tracteurs à l'aube, le chant du coq le matin, le cri de l'âne en journée, etc. Vous avez même des gens qui ont fait des pétitions contre les crapauds dans le canal, s'exclame Yves. Derrière ce conflit de sensibilité, on voit comment, pour les anciens, issus des milieux populaires et agricoles, le processus d'embourgeoisement de ce type de localité engendre des difficultés toujours plus grandes pour préserver un style de vie auparavant dominant dans l'espace local, signant le déclin progressif de leur pouvoir résidentiel. En étudiant le vote d'extrême droite en région Sud-PACA, au début des années 2000, le chercheur Joël Gombin avait déjà noté comment l'urbanisation et l'installation de nombreux résidents dans certains territoires pouvaient générer des conflits d'usage relatifs au prix du foncier, au mode d'occupation des sols ou au rapport à la nature. A l'inverse, des régions dont la faible attractivité a pour effet de raffermir l'autonomie culturelle de certains des groupes populaires qui y habitent, le Sud-Est abrite des espaces à valeur résidentielle croissante, dans lesquels les ancrages populaires sont continuellement remis en cause par l'installation de nouveaux groupes mieux dotés socialement. Ces installations attisent chez les électeurs RN le sentiment d'une dépossession par le haut, à la fois économique par les prix et culturelle par les modes de vie. Pression d'en bas. Cette pression résidentielle est solidaire d'un autre type de menace, opérant cette fois par le bas de l'espace social. Comme Sylvie me le précise, les nouvelles constructions qu'elle voit à côté de chez elle ne signalent pas uniquement l'arrivée de propriétaires aisés. La zone d'habitation de Sylvie et Yves est en effet hétérogène socialement et inclut ainsi un nombre important de logements sociaux, accueillant principalement des familles pauvres. On sait que le parc social représente un véritable repoussoir pour les classes moyennes, comme pour certaines fractions des classes populaires, dont l'accession à la propriété s'inscrit souvent dans une stratégie d'éloignement des cités HLM. Durant mon enquête,
J'ai en effet constaté que la construction de logements sociaux dans une localité est assez vite perçue par ses habitants comme un mauvais présage. Au cours de nos conversations, Sylvie compare avec anxiété la situation de son quartier avec celle d'autres petites communes voisines, dont le parc social est important, et dont elle dit constater la dégradation progressive. Les inégalités sociales et économiques caractéristiques de la région se retrouvent ainsi à l'échelle de son quartier, où se côtoient, d'un côté, les processus d'embourgeoisement évoqués plus haut, de l'autre, des tendances à l'appauvrissement. Sylvie résume la situation. Et il y a nous, qui sommes coincés dans tout ça, entre richesse et pauvreté, entre les immeubles et les belles demeures. C'est cependant une certaine pauvreté qui est particulièrement visée à travers l'évocation des logements sociaux, dont la présence implique, comme Sylvie l'exprime à demi-mot, un changement de population. Sur mon terrain comme ailleurs, l'équation logement social égale immigré prédomine dans les représentations communes. Celle-ci semble tellement aller de soi que la présence et ou le projet de construction de logements sociaux sont presque systématiquement mis en équivalence avec l'installation de familles immigrées. Lors d'un entretien, Paul, 58 ans, président d'une association sportive locale, m'indique même qu'il estime à peu près à 25% la proportion d'immigrés dans sa commune de résidence, ajoutant avec un sourire triste « comme la loi le demande », en référence à la loi SRU exigeant de 20 à 25% de logements sociaux dans chaque commune de plus de 3500 habitants. Au sein des classements territoriaux ordinaires, la part du logement social fonctionne résolument comme un marqueur racial, arguant d'une dégradation tout à la fois matérielle et symbolique du lieu concerné. Ce même habitant, qui vote Marine Le Pen depuis plusieurs élections, m'explique par exemple être retourné dans un quartier où il avait vécu dans les années 80 avec son épouse. J'y suis repassé et j'ai pris peur. C'est insalubre, c'est dégueulasse. Si l'on retrouve dans ces paroles le type de stéréotype, la saleté notamment, associée usuellement aux groupes les plus pauvres, ce sont ici leurs segments racialisés qui sont spécifiquement visés. Lorsque je demande à Paul la cause, selon lui, d'une telle détérioration, la réponse est sans appel. C'est très simple, l'immigration, c'est tout. C'est tout, c'est la nouvelle immigration qu'on a qui change tout. La région Sud-PACA a accueilli tout au long du XXe siècle des immigrations italiennes, espagnoles, puis extra-européennes, maghrébines notamment, turques dans certains territoires. Ainsi, de la même façon que les gens du Nord descendent s'installer dans la région, d'autres flux migratoires, en provenance des pays dits des Suds, convergent. Au cours des dernières décennies, aux migrations d'étrangers prospères s'ajoute celle des immigrés maghrébins ou turcs, appartenant majoritairement aux classes populaires. Ceux-ci sont en effet surreprésentés dans les zones les plus défavorisées du territoire, et en particulier dans les quartiers d'habitat social. Les inégalités économiques s'articulent avec les inégalités ethno-raciales, qui se traduisent par des formes de ségrégation spatiale particulièrement prononcées en Sud-PACA. Plusieurs études ont montré comment, à niveau économique égal, le niveau de ségrégation ethno-raciale est le plus fort et ne diminue pas dans le temps pour les immigrés venus d'Afrique ou de Turquie, soit les deux provenances migratoires les plus représentées au sein de la région étudiée. Comme on l'a évoqué dans le chapitre précédent, l'état objectivé du social, racialement structuré, sert de support à l'activation des subjectivités racistes, lesquelles participent en retour à la pérennisation des processus ségrégatifs. C'est à partir d'une ségrégation opérant à l'échelle collective qu'émergent les jugements individuels stigmatisants que je récolte au fil des entretiens. Le regard raciste opère alors par focalisation sur des minorités visibles au quotidien, lesquelles deviennent le marqueur négatif du territoire dans son entier. Lorsqu'ils m'évoquent leur environnement territorial, les électeurs interrogés déploient ainsi des cartes mentales structurées par des schèmes raciaux. La présence de personnes catégorisées comme arabes, turques ou musulmanes dans un espace donné, et ce de façon plus saillante et plus remarquée que certaines déviances urbaines, alcooliques, prostituées, SDF, etc., contribue à l'identification négative de celui-ci. Significativement, la comparaison de certains quartiers ou cités à des territoires étrangers, Turquie, Algérie, Maroc, Marrakech, Bab el-Oued, voire l'Afrique ou le Sahara, est très fréquente. De nombreuses marques d'ironie accréditent l'existence de véritables nations dans la nation et participent à l'entretien des frontières raciales qui structurent ces territoires. Si tu veux aller au marché, prends ton passeport. Là-bas, faut savoir parler arabe, T'as une djellaba chez toi? Si t'es pas frisé, tu rentres pas.
Cette catégorisation peut se faire très précise, jusqu'à l'échelle du quartier ou de la rue. Dans une des villes étudiées, par exemple, une avenue est communément surnommée Istanbul Boulevard, en raison des restaurants turcs qui s'y sont installés. Comme on l'a déjà noté dans le chapitre précédent à propos des écoles publiques, les présences non blanches servent ici de véritables signaux informatifs qui permettent aux habitants de jauger et de comparer les espaces. Des classements réputationnels circulent par ce biais dans l'espace local, distinguant les quartiers où il n'y a que ça de ceux perçus comme préservés. Là-bas, c'est pas envahi comme chez nous. L'impossible entre-soi blanc. Aux États-Unis, le sociologue Elijah Anderson a montré comment, malgré le développement d'une classe moyenne noire, les habitants afro-américains continuaient d'être assimilés aux quartiers pauvres, à l'insécurité et à la ségrégation, soit à cet imaginaire que l'auteur nomme « iconic ghetto ». On retrouve sur mon terrain des phénomènes similaires. Tout se passe en effet comme si, dans leur mobilité spatiale et résidentielle, les personnes non blanches apportaient pour ainsi dire leur iconic ghetto avec elles, dévalorisant par leur simple présence les territoires où elles s'installent. Plus encore que les cités situées en périphérie, que l'on peut traverser régulièrement en voiture lorsqu'on se rend à son travail ou au supermarché par exemple, c'est l'installation de nouveaux résidents immigrés dans un quartier environnant, ou pire, dans son propre quartier, qui est la plus redoutée. On pourrait dire que, pour les électeurs interrogés, le problème n'est pas la ségrégation, la concentration d'immigrés et d'étrangers en un même espace urbain, mais, en quelque sorte, son insuffisance. Parce que la ligne de couleur inscrite dans les territoires où ils résident n'est jamais totalement infranchissable. Les électeurs guettent avec anxiété ces porosités. Chez beaucoup d'enquêtés règne en effet le sentiment de se faire rattraper peu à peu par les quartiers et leur population. Monique, employée de 57 ans, locataire de son logement, m'évoque ainsi ses inquiétudes. Cette électrice, dont on a analysé les choix scolaires pour ses enfants dans le chapitre précédent, le recours à l'école privée, a été rencontrée à la sortie d'un bureau de vote lors de l'élection présidentielle de 2017, alors qu'elle venait de donner son suffrage à Marine Le Pen. Après une conversation informelle, elle accepte de se prêter à l'exercice de l'entretien approfondi et propose de me recevoir à son domicile. Lors de ce premier entretien, un second sera réalisé plusieurs années plus tard en 2022, elle m'indique avoir déménagé à plusieurs reprises et avoir à chaque fois constaté des évolutions notables dans le lieu où elle vivait. Ces transformations sont perçues et explicitées en termes raciaux. Monique mentionne notamment la présence croissante parmi ses voisins de personnes qu'elle désigne comme arabes ou musulmanes, parfois en des termes plus insultants, ainsi que la disparition des commerces français dans les rues environnantes. Elle me dit scruter avec anxiété les changements du quartier où elle vit depuis 3 ans. Elle se montre assez pessimiste. Ici, au début, c'était bien. Ils y étaient pas, et puis ça a commencé. Puis au bout d'un moment, j'ai vu les draps qui pendaient aux fenêtres, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Elle envisage de déménager à nouveau, mais doute de pouvoir trouver un coin tranquille qui ne serait pas trop cher. Un endroit à sa portée, mais sans eux. Ou, comme elle le dit souvent, plus crûment, sans ça. C'est-à-dire sans ces minorités qu'elle assure ne plus pouvoir supporter. Vers la fin de notre conversation, alors qu'elle se prépare un café, elle me précise sa pensée. En fait, ce que j'aimerais, petite pause, et elle a l'air soudainement très triste, j'aimerais ne plus en voir du tout. Pause. Elle se sert son café et se rassoit. Oui, il faudrait que je trouve un endroit tranquille sans tout ça. Parce que là, je vous dis, en 3 ans déjà, ça a bien changé. Mais il faudrait un endroit où j'en ai les moyens. Et ça existe de moins en moins. Comme par hasard, toujours. Dès qu'on trouve un endroit bien, mais qu'on peut se permettre, ils arrivent, ils s'installent, tous les commerces changent, ils rachètent. Dans le récit qu'elle donne de sa trajectoire résidentielle, d'un quartier à l'autre, cette électrice se sent constamment rattrapée par l'installation de groupes indésirables dont elle guette les moindres manifestations. Présence physique, commerce acheté, draps qui pendent aux fenêtres. Parce qu'elle se situe, sur le plan des possibles résidentiels, dans la même tranche que beaucoup de ménages immigrés de classe populaire ou de petite classe moyenne, elle se retrouve très vite en situation de cohabitation indésirable. Face à cela, les échappatoires que sont les coins tranquilles et les endroits bien deviennent de moins en moins, comme elle le dit, dans ses moyens. C'est ce sentiment d'être prisonnière d'une situation dont elle n'a pas la maîtrise qui l'incite à interpréter sa condition en termes d'injustice et d'anormalité.
Au début des années 2000, le politiste Christophe Traini analysait les raisons des succès électoraux du parti Le Peniste dans le sud-est de la France, en soulignant l'appauvrissement relatif subi par ses électeurs du fait de l'importante pression immobilière qui s'exerce dans ce territoire. Il conclut que le vote d'extrême droite dans les départements étudiés se nourrit sans doute moins de la présence de l'immigration extra-communautaire et de l'insécurité que de la cohabitation avec des catégories à fort pouvoir d'achat qui se disputent une place au soleil de plus en plus chère. Si je partage son analyse sur la deuxième proposition, je ne le suivrai cependant pas sur la première. Les deux ne sont en réalité pas exclusives. Mieux, elles fonctionnent ensemble. Si le développement d'une économie résidentielle engendre en effet une pression immobilière à la hausse et par là un appauvrissement relatif de certains habitants, la menace du déclassement est justement d'autant plus forte que les immigrés sont constitués en groupes repoussoirs desquels l'éloignement doit absolument être garanti. Les inquiétudes résidentielles et statutaires des électeurs RN proviennent de cet effet de ciseaux, et ce serait donner une vision bien incomplète de la réalité que de porter l'attention uniquement sur la lame supérieure. Il faut par ailleurs noter que, sur mon terrain, c'est la pression par le bas, l'installation près de chez soi d'habitants populaires racisés qui apparaît comme la plus injuste aux électeurs du RN. La conscience sociale triangulaire évoquée au début de ce chapitre, caractérisée par une défiance dirigée à la fois vers le haut de l'espace social et vers son bas, n'est pas symétrique dans ses effets moraux et politiques. Les ménages aisés, installés en Sud-PACA, sont observés par mes interlocuteurs parfois avec envie, souvent avec agacement, mais surtout avec un certain fatalisme. L'augmentation des prix des terrains et l'accentuation des concurrences territoriales provoquées par leur installation sont des phénomènes considérés avant tout comme des données, le résultat de processus économiques dont on n'envisage pas qu'ils pourraient être combattus. Cette résignation contraste avec la manière dont les présences non blanches, associées à l'immigration, sont appréhendées. Celles-ci sont au contraire conçues comme évitables. Dans les discours de mes interlocuteurs, l'immigration devient un fait social politisé, au sens où il est à leurs yeux tout à fait possible, si les politiques le souhaitaient réellement, de réguler de façon très restrictive les flux migratoires, voire de les inverser par la reconduite aux frontières et par l'expulsion. Même si certains jugent parfois que la situation est actuellement trop grave et qu'il est sans doute trop tard pour y remédier, il s'agit tout de même de ne pas le laisser empirer et de mettre un terme, dès maintenant, à ce qui est souvent comparé à une véritable invasion. C'est du fait de cette politisation du rejet des immigrations du bas, sur mon terrain maghrébine et turque principalement, que les électeurs RN en viennent à évoquer leur situation résidentielle et ses évolutions sous le registre de l'injustice et du scandale. C'est à ce titre également qu'ils se montrent si sensibles et si irrités à la vue des déménagements d'autres familles blanches. Comme me l'indique Magali, jeune locataire dans le centre-ville d'une des communes étudiées, « Les gens partent, je le vois. Ici, ça rachète. Il y a beaucoup de Turcs. Beaucoup. Donc, les gens partent. J'ai des voisins qui m'ont dit « Je veux pas rester plus longtemps. » Pierrick, propriétaire de son logement, originaire d'une région voisine et installé en Sud-PACA depuis une vingtaine d'années, insiste également sur ces départs assimilés à une fuite, voire à une désertion. Il y a une fuite. Les gens fuient, c'est tout. Mais en fait, c'est pas compliqué. Quand vous habitez dans un quartier qui était plus ou moins riche à une époque et qu'à côté l'immigration achète, et que finalement, avec le bordel qui est lié à tout ça, voilà, les cambriolages, les casses de voitures, les brûlages de voitures, détérioration de boîtes aux lettres. Et ben, ce que font les gens, en fait, à un moment donné, ils partent. Et les populations maghrébines achètent parce que c'est moins cher, parce que personne d'autre veut plus y habiter. Donc en fait, on a une rue qui se remplit. Et les vrais habitants, entre guillemets, ils vont où ? Ils désertent. Ils vont acheter sur les hauteurs. Beaucoup d'électeurs RN rencontrés mettent ainsi en récit ce qu'on a coutume d'appeler, dans le contexte états-unien notamment, le white flight, terme désignant le départ des ménages blancs vers les banlieues résidentielles, hors des quartiers centraux où la population est majoritairement noire. Si l'on manque encore en France d'analyse précise du phénomène, ces stratégies résidentielles d'évitement racial sont, aux yeux des personnes interrogées, très largement partagées et souvent commentées avec amertume par comparaison avec leur propre situation. Un centre-ville sans bière. Si la peur du déclassement apparaît comme un des moteurs du vote d'extrême droite,
J'observe sur mon terrain que le déclassement perçu est moins individuel que collectif, situé à l'échelle territoriale. C'est autour de soi que la situation semble se dégrader, à l'échelle de son pays, de sa région, mais aussi plus précisément de sa ville, de son quartier, de sa rue. Les travaux indiquent que l'évaluation subjective de son quartier et de ses évolutions joue un rôle important sur les orientations électorales, les individus se déclarant proches du parti de Marine Le Pen étant bien plus enclins que la moyenne à penser que la qualité de leur quartier s'est dégradée au cours du temps. Tout au long de mon enquête, j'ai retrouvé chez la totalité de mes interlocuteurs cette même perception d'une évolution négative et inquiétante de leur lieu de vie. Certaines transformations cristallisent particulièrement leur peur et leur colère. C'est notamment le cas des commerces. Ce sujet est largement évoqué chez les électeurs résidant dans une des villes du territoire étudié, que j'appellerai ici Ferrane. L'évolution économique de cette commune est assez représentative de celle de la région. Auparavant ville industrielle, Ferrane a vu son économie se spécialiser progressivement dans le secteur de la construction et surtout du commerce, dont l'incarnation la plus flagrante est la grande zone commerciale installée à sa périphérie depuis les années 1970, en développement constant et régulier depuis lors. Ces transformations ont pour conséquence, comme c'est le cas pour beaucoup de villes petites et moyennes en France, de déplacer les activités économiques en bordure des agglomérations et, de ce fait, de concurrencer les centres-villes anciens et de contribuer à leur dévitalisation par la disparition progressive de commerces de proximité, bars, cafés, petites boutiques. Ce phénomène est régulièrement rapproché, dans son traitement journalistique notamment, des scores rencontrés par l'ERN dans ce type de commune. La fermeture des commerces en centre-ville est supposée participer au repli sur soi des habitants et, par là, à leur inclinaison vers l'extrême droite. Pour les électeurs interrogés au cours de cette enquête, l'érosion de l'offre commerciale du centre-ville est en effet très commentée. On souligne à quel point le centre-ville est mort, en énumérant les nombreux commerces présents à l'époque et disparus aujourd'hui. Cependant, plutôt que leur disparition totale, c'est surtout le déplacement de ces commerces, du centre-ville vers la périphérie de la commune, dans la zone commerciale notamment, qui est relevé. De fait, l'usage très répandu de la voiture, dont les immenses parkings de la zone favorisent le stationnement, facilite la consommation en périphérie. On aurait par ailleurs tort de ne voir dans ces grands centres commerciaux que des zones anomiques, où se perdrait un lien social supposé autrefois vivace. Il suffit d'écouter les habitants pour se rendre compte que des zones commerciales comme celle de Ferrane sont aussi d'importants lieux de sociabilité. On y rencontre des amis ou des collègues, on y discute entre les rayons, dans le hall, sur les parkings, etc. En outre, si la fermeture de certains bars du centre-ville est regrettée, cela n'empêche pas leurs habitants de se retrouver dans d'autres communes plus sympas, aux alentours, ni, surtout, de recevoir leurs amis à leur domicile. Comme l'a bien montré le sociologue Benoît Coquart, la fermeture des commerces signe souvent moins une disparition des sociabilités que leur reconfiguration en d'autres lieux, et selon d'autres modalités. Surtout, il faut souligner que ce n'est pas seulement la disparition des commerces qui retient l'attention des électeurs interrogés. Tout autant que leur nombre, c'est le type de commerce qui est visé. Le centre-ville de Ferrane concentre en effet un nombre important d'habitants immigrés et étrangers extra-européens, et ce de façon croissante depuis plusieurs décennies. Cette situation se traduit dans l'offre commerciale centrale. Si l'activité a fortement migré vers la zone commerciale, toutes les petites boutiques n'ont en effet pas disparu pour autant. Mais il s'agit alors d'épiceries arabes, de restaurants turcs, de cafés pour les maghrébins. Lorsque les électeurs interrogés m'indiquent qu'il n'y a plus rien dans le centre-ville, ils précisent qu'il y a en réalité plus qu'eux, c'est-à-dire plus que eux. Plus que des kebabs, plus que des boucheries halal, des bazars, etc. Ce n'est pas uniquement la raréfaction des commerces qui désespère, mais aussi le fait que les commerces de proximité restants ne sont plus assez français, ce qui fonctionne comme un indice négatif de l'évolution du centre-ville. Dans le centre de Ferrane, on observe par ailleurs un partage très fortement racialisé des fréquentations commerçantes. Beaucoup d'enquêtés me disent éviter les commerces considérés comme arabes ou turcs, désignés comme tels en fonction du type de produit vendu ou de la nationalité supposée de leurs propriétaires, mais aussi de leur fréquentation. La présence d'une clientèle non blanche ayant pour effet, aux yeux de beaucoup, de faire fuir la clientèle traditionnelle. Ici, vous voulez aller boire un coup, vous allez où? Au milieu de cette population? Mais personne ne veut y aller. M'explique un habitant du centre-ville, ajoutant « Je veux dire, c'est pas une bonne image, on va pas faire le raciste, mais c'est pas une bonne image !» Pour beaucoup de commerçants rencontrés,
Cette mauvaise image, racialement informée, est dès lors assez vite considérée comme dangereuse d'un point de vue économique. Au cours de l'enquête, certains m'ont même confié les procédés par lesquels ils parviennent à sélectionner leur clientèle dès l'entrée de leur commerce, en affichant ponctuellement des prix prohibitifs. Ainsi, de Clément, jeune coiffeur de 25 ans, qui me rend compte des pratiques de l'ancienne chaîne de salons de coiffure où il travaillait précédemment, vu les prix, il venait quasiment pas. Et puis, nous, on avait vite fait de les expédier, donc en plus... Non, c'est simple. Il y en avait une, on augmentait le prix. Quand elle nous demandait un devis, souvent, elle s'en sortait pour 200, 230 balles. Quand elle venait, dans 90% des cas, on augmentait le prix. Comme ça sélectionnait. Ça nous ciblait la clientèle. Hein. Je suis resté en contact avec la manager actuelle et elle me dit, les Arabes, il n'y en a quasiment pas. Les seuls qui viennent, c'est ceux qui sont... Les seuls qui viennent, c'est ceux qui sont francisés, quoi, voilà. Force est de tristement constater que ces comportements ne sont pas, à proprement parler, irrationnels d'un point de vue économique. Dans un contexte d'intense circulation de commentaires quotidiens classant et évaluant ou dévaluant les commerces à l'aune de la couleur de leur clientèle, il existe bien une logique raciste à vouloir sélectionner ses clients selon des critères raciaux. La discrimination doit ainsi se comprendre, ici comme ailleurs, comme point de rencontre entre des formes interactionnelles et des formes structurelles de racisme, où les échelles individuelles et collectives du racisme s'entretiennent mutuellement. D'autres commerçants m'indiquent cependant n'être pas parvenus à empêcher ce qu'ils présentent comme de véritables basculements de clientèle. C'est ce que m'explique Philippe, commerçant de 55 ans, à propos du bar Le Faubourg, situé en plein centre de Ferrane, dont il a été le propriétaire pendant une trentaine d'années. Il me raconte en entretien qu'au fil du temps, sa clientèle s'est en effet à la fois transformée et raréfiée, du fait d'une fréquentation de moins en moins européenne. À la suite de la fermeture d'autres bars aux alentours, beaucoup de Turcs et d'Arabes commencent à fréquenter le faubourg. Les Européens, ça les faisait partir au fur et à mesure. C'est ça le problème. Voyant son affaire péricliter, il vend le faubourg dans les années 2000 à des Maghrébins, sans avoir pu, comme il me le précise, faire autrement. On voulait partir, donc on a pris le premier qui arrivait, quoi. La vente de ce commerce est souvent revenue dans les conversations au cours de mon enquête à Ferrane. Bar central de la ville, le faubourg fut longtemps, au dire notamment des plus anciens dans la commune, un lieu important de sociabilité populaire. Situé juste à côté de ce qui était auparavant la grande place où se déroulaient les parties de pétanque, à la suite desquelles beaucoup de travailleurs, à l'époque majoritairement des ouvriers, allaient boire un coup chez les noyés, du nom des anciens propriétaires. Progressivement cependant, du fait des transformations économiques, tertiarisation de l'économie, baisse de l'offre commerciale en centre-ville, et socio-démographique, immigration et ségrégation ethno-raciale, la fréquentation du faubourg, toujours populaire et masculine, devient peu à peu majoritairement non blanche, incitant donc les propriétaires à vendre leur commerce. Ce rachat signe pour beaucoup la confirmation du caractère résolument non français du faubourg, que l'on évite désormais de fréquenter. Comme me le résume abruptement un ancien client régulier, « Maintenant ce bar, c'est que les Arabes. Alors, comment vous voulez vous entendre avec ces gens-là » Mais surtout, et c'est, si on peut dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, par choix du nouveau propriétaire du bar, musulman, l'alcool n'y est plus disponible à la vente depuis quelques années. Si la présence visible d'une clientèle racisée posait déjà en soi problème à beaucoup, il n'est dès lors même plus possible, si toutefois on le souhaitait, d'aller y boire un coup, c'est-à-dire, comme avant, de la bière, du vin ou du pastis. Situé juste à côté d'un rond-point emprunté par tous les automobilistes qui traversent la ville, ces terrasses occupées par des Turcs et des Arabes, fermées en journée au cours du mois de Ramadan, le faubourg, un des derniers cafés du centre, est devenu une sorte de vitrine négative de la commune, en tout cas jugée comme telle par beaucoup d'habitants. Le fait que l'alcool n'y soit plus vendu, qui plaisait dans un bar situé en face de l'église, et qu'il n'est donc plus possible d'aller prendre un verre en face lors des mariages, ajoute au scandale. Cette particularité du faubourg, parce qu'elle contredit les habitudes de consommation du groupe majoritaire, fait partie intégrante du répertoire des indignations ordinaires locales, s'insérant aisément au sein des discussions quotidiennes. Elle circule comme anecdote supposée révélatrice des transformations du territoire, illustration valant démonstration du déclassement collectif de Ferrane, commune au centre-ville sans bière. Le faubourg est ainsi constitué en symbole, parmi d'autres,
de l'ancrage jugé trop important de ces groupes subalternes dans l'espace local. Au-delà des seules enseignes commerçantes, c'est plus largement l'activité sociale elle-même de ces minorités qui est mise en cause, d'autant plus lorsqu'elle acquiert une visibilité minimale. Comme on a commencé à le souligner dans le chapitre précédent, le problème n'est pas ici l'installation d'immigrés appréhendés en tant que travailleurs, potentiellement exploitables, mais bien la présence de groupes faisant de leur lieu de résidence un lieu de vie, c'est-à-dire aussi un espace de consommation, d'éducation, de loisirs, de sociabilité amicale ou professionnelle, et parfois aussi religieuse. Ce qui est ici reproché, c'est de vivre en tant qu'êtres bel et bien sociaux, mais selon des formes d'exister, dirait Fanon, jugées non conformes aux normes majoritaires. Dans leur ouvrage classique sur les logiques de l'exclusion, les sociologues Norbert Elias et John Scottson décrivaient les façons dont le groupe dominant, établi depuis longtemps dans une petite ville, cherche à se protéger des outsiders, par peur d'une infection anomique. Mais à vrai dire, à Ferran, comme dans d'autres communes étudiées, ce n'est pas réellement l'anomie des groupes minoritaires qui est crainte, mais au contraire, et pour reprendre d'autres termes durkheimiens, leur densité sociale, les liens sociaux qu'ils instituent. C'est moins ici la peur de l'anomie qui est en jeu que la concurrence entre différents styles de vie opposés et racialisés. Moins la perte de lien social que, à l'inverse, un trop-plein de sociabilité indésirable. Comme Colette Guillaumin l'avait noté, la définition de la majorité et de la minorité tient non pas à des considérations numériques, mais à la disproportion d'être établie entre majoritaire et minoritaire. Disproportion que le déploiement des existences minoritaires semble parfois, aux yeux des majoritaires, résorber excessivement. Les incertitudes de l'avenir résidentiel. Si la formule de grand remplacement, forgée par l'auteur d'extrême droite Renaud Camus et popularisée depuis par le polémiste et candidat à la présidentielle Éric Zemmour, n'apparaît pas telle quelle dans les propos des électeurs interrogés durant l'enquête, c'est bien ce même schème de l'invasion qui circule dans les discours. Cette invasion est perçue comme une menace symbolique pour le style de vie dominant de ces territoires, mais aussi comme un risque proprement économique qui pèse sur les investissements résidentiels des habitants. Si, pour beaucoup d'électeurs rencontrés, l'achat ou la construction d'une maison représente l'aboutissement d'une ascension socio-professionnelle, ce plaisir d'avoir une maison à soi apparaît ainsi comme gâché par le sentiment d'une progressive dévalorisation économique, sociale et réputationnelle de leur lieu de vie, qui met en péril la stabilité acquise. Des enquêtes ont déjà identifié comment, dans le sud de la France, le vote RN était souvent celui de ménages propriétaires, au patrimoine récent, fragile, dont on craint, en contexte de crise, la valeur durable et la transmissibilité. Lucie et Stéphane, propriétaires à Ferran depuis une dizaine d'années d'une maison individuelle avec jardin et piscine pour les enfants, correspondent assez bien à un tel portrait. Comme on l'a évoqué dans le chapitre précédent, Stéphane est indépendant et Lucie a quitté son emploi après la naissance de sa première fille. Étant auparavant locataires, d'abord en HLM puis dans les lotissements pavillonnaires, ils accèdent à la propriété dans une trajectoire d'ascension sociale et de stabilisation économique. En entretien, Lucie se montre cependant mécontente et anxieuse vis-à-vis de l'évolution de sa commune et mentionne régulièrement l'installation de commerces et de ménages immigrés ou étrangers dans le centre-ville. Elle s'inquiète à ce titre des ventes de propriétés dans son quartier. On a beau ne pas être croyant, tous les jours on prie pour qu'il n'y ait rien à vendre. La crainte est redoublée par le fait que beaucoup de maisons voisines sont habitées par des personnes âgées, ce qui augmente leur probabilité de leur cession. À chaque fois qu'il y a un décès dans le quartier, on tremble un peu. Il y a une dame là-bas qui est décédée et puis finalement la fille a décidé de ne pas vendre. Elle a mis en location et a choisi les locataires, donc ça va. Même si le quartier reste pour l'instant préservé, Lucie et Stéphane envisagent de partir de leur commune. Ce départ aurait cependant un coût, psychologique mais surtout financier, car la valeur patrimoniale de leur logement a évolué à la baisse depuis plusieurs années.
la mauvaise réputation de Ferran rendant la commune peu attractive pour les ménages aisés. Comme me l'explique Stéphane, la seule connerie que j'ai faite, c'est d'acheter ici. Si je pouvais partir, je partirais, hein, c'est clair. Mais je vendrais pas la maison, parce que j'en tirerais pas le prix que je l'ai acheté, quoi. On peut pas vendre, ajoute Lucie, parce qu'on va perdre des plumes et on peut pas se le permettre. Hein. Et ce, d'autant moins que les logements situés dans les espaces tranquilles de l'arrière-pays sont, comme on l'a évoqué plus haut, très coûteux. À nouveau, l'immobilité résidentielle contrainte, face à l'installation de groupes indésirables, nourrit la sensation d'être prisonnier de son quartier ou de sa commune. Parvenus à une situation de stabilité économique et statutaire, Lucie et Stéphane n'appartiennent pas aux classes défavorisées dont la présence est redoutée. Le couple fait cependant l'expérience de ce que Pierre Bourdieu nommait une misère de position, où ce qui importe n'est plus la condition sociale en soi, mais la perception de son propre déclassement relativement à d'autres groupes sociaux. L'inquiétude sur sa propre position sociale est d'autant plus aiguë qu'elle se déploie dans un contexte d'accroissement des inégalités et de forte polarisation économique et sociale. Phénomène, on l'a déjà noté, particulièrement exacerbé en région Sud-PACA. Cette intranquillité, ici éprouvée sous le prisme territorial, suscite tristesse et amertume. Personnellement, me confie Lucie, je ne suis pas heureuse. Enfin, si, je suis heureuse, comme je te dis, de ma famille, mais je suis pas heureuse dans ma région, dans ma ville. On n'est plus léger, on est tout le temps contrarié. Comme beaucoup d'autres électeurs rencontrés, Lucie et Stéphane font face aux incertitudes de leur propre reproduction résidentielle, c'est-à-dire à l'impossibilité potentielle de maintenir la valeur de leur logement et de préserver leur ancrage local dans leur commune et dans leur quartier. De façon significative, tout en étant très satisfaits des trajectoires scolaires et sociales de leurs enfants, les deux parents expriment un refus très vif que ceux-ci reproduisent leur propre choix résidentiel. L'autre jour, je croisais une amie qui était kiné, et qui me dit « Ah, ta fille, dis-lui qu'elle vienne s'installer ici !» Sa fille fait des études de médecine. Là, je l'ai regardée, alors c'est un peu la corde sensible, hein, mais je l'ai regardée et je lui ai dit « Mais jamais je dirais à ma fille de venir s'installer à Ferran !» Alors, sauf si ça change, hein, mais moi, aujourd'hui, tous les matins, je déprime d'avoir acheté à Ferran. Donc, tu crois pas que je vais dire à ma fille de s'y installer ? Ces sentiments sont partagés par Michel, artisan coiffeur rencontré à de nombreuses reprises au cours de l'enquête. Propriétaire d'une maison en périphérie et d'un salon situé dans le centre-ville, Michel, 58 ans, vit et travaille à Ferran depuis plus de 30 ans. Dans sa famille, beaucoup sont dans la coiffure. Son père, arménien, a émigré à l'âge de 18 ans en France et a exercé le métier de coiffeur à Ferran. Sa sœur, elle aussi coiffeuse, gérait un deuxième salon situé en périphérie, qu'elle a ensuite vendu. Sa plus jeune fille, enfin, travaille avec lui dans le salon. Je la croise parfois lors de mes rendez-vous, tout en prenant des cours pour passer son brevet de maîtrise de coiffure. Très implanté, et depuis longtemps dans la commune, Michel a par ailleurs développé un petit capital social local. Il est connu ici, renforcé par sa fréquentation de plusieurs associations sportives de la commune. Cette localité, lieu de vie et d'ancrage tout à la fois professionnel, familial et patrimonial, est cependant perçue comme un territoire en déclin dont il devient nécessaire de partir. Lors de mes passages dans son salon, Michel évoque régulièrement son désir de foutre le camp d'ici. Non mais franchement, à la retraite, moi j'ai envie de voir autre chose que la putain de Ferran, quoi. T'as que de la racaille. Il me dit avoir constaté le dépérissement progressif de sa commune, en particulier de son centre-ville, du fait de la présence croissante de résidents identifiés comme turcs, arabes ou musulmans. Ce qui est catastrophique, je trouve, c'est que t'as plus un endroit à Ferran où tu peux te dire que tu vas aller boire un coup tranquille, entre potes, et pas avoir affaire aux Arabes. C'est alors le registre de la prolifération qu'il utilise. Parce que c'est des gens, à partir du moment où c'est comme les cafards, non mais c'est péjoratif, c'est une image, mais t'en as un, t'en as deux, et c'est fini. Lors d'une de mes visites, Michel me parle de sa nièce, qui est venue se faire coiffer et avec laquelle il a discuté de son achat d'une jolie maison dans un quartier périphérique de la ville. Le coin est super joli, mais elle me disait
Le matin, quand j'amène mes fils à l'école, et quand tu vois les bonnes femmes voilées, bâchées et tout, dans 10 ans, ce sera quoi, Ferran ?» Lorsqu'il évoque sa propre fille, Michel m'annonce qu'elle ne reprendra probablement pas son salon de coiffure, la reproduction professionnelle semblant définitivement devoir passer par un éloignement résidentiel. Elle veut pas rester ici. Après, je la comprends. L'avenir de Ferran, c'est quoi? Elle me dit: mais dans 10 ans, ce sera quoi, Ferran, papa? Elle a raison, hein. Dans 10 ans, ce sera quoi? Si le rapport pessimiste et inquiet des électeurs du RN à l'avenir est régulièrement souligné dans les enquêtes, il se spécifie ici, pour ces membres de petite classe moyenne propriétaires, en un rapport dégradé au lieu de vie, dont on constate ou pressent la dévalorisation tout à la fois économique et symbolique. Si le racisme se manifeste bien par la peur de la contamination et de la souillure, cette crainte n'est pas que d'ordre culturel. On l'a vu, la racialisation négative d'un territoire a des effets très matériels pour les personnes y ayant investi, qu'il s'agisse de l'achat d'un logement ou d'un commerce. Le racisme a pour effet de constituer les membres de minorités raciales en signaux économiques négatifs, qui affectent la qualité patrimoniale des espaces où ils résident, se déplacent et consomment. On peut ainsi noter, comme évoqué au chapitre précédent, que chercher à mesurer si l'hostilité des électeurs d'extrême droite envers les immigrés s'explique davantage, soit par des menaces économiques, soit par des menaces culturelles, comme s'y emploient certaines études électorales, est une opération qui apparaît assez vaine une fois sur le terrain. Parce que la racialisation a des effets sur les perceptions des territoires et que sur ces perceptions se greffent des logiques de marché, les dimensions économiques et culturelles du racisme deviennent difficilement séparables. Pour les électeurs RN du sud-est de la France, qui n'appartiennent ni aux classes supérieures favorisant l'économie résidentielle de la région, ni aux groupes doublement subalternes que sont les classes populaires racisées, domine ainsi l'impression d'être coincés entre des espaces enviés mais inabordables d'un côté, indésirables et repoussoirs de l'autre. La racialisation de l'espace perçu a cependant pour conséquence de diriger le regard et l'attention davantage vers le bas que vers le haut. Les présences immigrées apparaissent comme plus menaçantes et, d'un point de vue politique, plus scandaleuses aux yeux des électeurs rencontrés. De surcroît, en Sud-PACA, la valorisation résidentielle et touristique accrue des territoires et la mise en concurrence systématique des espaces communs ont pour effet d'amplifier les conséquences matérielles des perceptions négatives des existences minoritaires. Comme l'ont noté Luc Boltanski et Arnaud Esquer, dans ce type d'économie, le style de vie des groupes en présence importe dorénavant autant que leur seule force de travail, rendant indésirable tout un ensemble de pratiques culturelles, y compris d'un point de vue économique. On met en tourisme plus facilement une église catholique gothique qu'une mosquée. Les processus de racialisation, en privant les minorités raciales d'un ancrage valorisé et donc valorisable, viennent ainsi décupler la force d'exclusion des processus de patrimonialisation de l'économie. Dans ce cadre, les stratégies et anticipations résidentielles des personnes interrogées apparaissent fortement structurées par des schèmes raciaux. Mais si les électeurs RN cherchent à cultiver un entre-soi blanc, ils ne sont ni les seuls, ni surtout les plus efficaces. On sait que les aspirations à l'endogamie résidentielle, y compris raciale, sont partagées, souvent sans le dire, bien au-delà du seul électorat d'extrême droite. La spécificité des électeurs RN réside dès lors avant tout dans l'impossibilité dans laquelle ils sont, faute de ressources suffisantes, de rendre pleinement effective leur volonté de ségrégation. Le vote RN se loge dans cette immobilité résidentielle contrainte comme recours électoral face au sentiment de n'être plus chez soi dans son lieu de vie et à l'incapacité individuelle de pouvoir le quitter. Pour ces électeurs, qu'on dit si souvent fermés ou repliés sur eux-mêmes, la quête d'un entre-soi racial apparaît en réalité ratée à bien des égards, incomplète et démunie. Ces électeurs sont à ce titre des dominants dominés des inégalités ethno-raciales qui se creusent dans le territoire. Ils assistent à leur mise en œuvre et y prennent leur part, mais aussi leurs risques.
Il participe à constituer certains groupes comme repoussoirs, mais sans parvenir à s'en éloigner suffisamment. Il valorise l'homogénéité blanche des coins tranquilles, mais sans pouvoir, à terme, y appartenir. Ils se retrouvent ainsi classés, comme dirait Bourdieu, par leur classement.